d'assister à cette table ronde sur le maintien en condition opérationnelle sur TD System Quad 9. Donc nous aurons une personne à distance pour cette table ronde. Voilà. Bonjour Monsieur Lyotard, comment allez-vous? Vous m'entendez? Oui, bonjour, ça va très On bien, n'a pas de son merci. dans l'auditorium, s'il vous plaît. Pardon? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? On n'a toujours pas de son. Ah, alors, ça marchait tout à l'heure. Là, vous m'entendez? Ah mais moi j'ai pas le retour. Allô? Oui, vous n'avez pas de retour Oui, son? parfait, voilà, ça a été résolu. Bonjour Monsieur Ok. Lyotard. Donc Oui, petit bonjour. rappel. Donc, Merci. Petit rappel, c'est que ces conférences et tables rondes de ces 2 jours sur le SIDO peuvent être suivies en direct et en replay donc sur le site du SIDO. Donc, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en dématérialisé. Donc, cette table ronde est sur la thématique des maintiens en conditions opérationnelles sûreté des systèmes Quad 9. Donc, nous avons Monsieur Lyotard de la société Pelinck qui est à distance. Je suis à ma droite, Monsieur Poirbe-Arboireau de la société Savoie Transmission. À ma gauche, proche, Monsieur Audra. Et pour Microsoft, Monsieur Fontaine. Voilà. J'ai appelé aucun des noms, c'est déjà pas mal. Donc, je vous propose de commencer par Monsieur Fontaine pour la présentation donc, de ses activités, et puis on finira par Monsieur Pelinck, par Monsieur Lyotard qui est à distance. Merci. Le micro jaune, s'il vous plaît. Non, bah écoute, prenez le micro de votre collègue sur le côté. Alors, je ne sais pas si oui, c'est mieux comme ça. Alors, Arnaud Fontaine, Microsoft. Moi, j'ai le plaisir chez Microsoft d'accompagner les grands clients européens de Microsoft dans le domaine de l'IoT, clients et partenaires. Donc, on va avoir par exemple des partenaires comme Schneider qui construisent plusieurs de leurs solutions pour les buildings, pour le smart grid, qui vont me servir d'exemple pour la discussion de cet après-midi. Et puis, quelques gros clients français également, comme la SNCF, comme Michelin, comme Renault, qui utilisent depuis des années nos solutions, et je vais me faire un plaisir d'en parler avec vous. Merci. Donc, stand sur l'aile ouest. C'est bon du coup? Ok. Donc, bonjour, donc Cyril Audra, je suis chef de projet chez Mios, qui est une filiale donc, du groupe SNEF. Je précise que nous sommes sur le stand E105, si ma mémoire est bonne. Donc nous proposons, alors c'est le sujet du jour, hein, évidemment, donc des solutions dans le monde de l'IoT. Nous sommes intégrateurs et concepteurs de produits. Et nous avons aussi une activité donc, de supervision, alors de supervision au sens large, ça peut être des GTB, des GTC, enfin bref. Une expertise aussi et un pôle de compétences en téléphonie de sécurité, téléphonie IP. Et nous avons aussi un département cybersécurité. Merci. Pierre Boireau. Bonjour, Pierre Arboireau, société Savoie Transmission. Nous sommes basés à Annecy, société d'une vingtaine de personnes qui distribue et fait de la maintenance dans le domaine des transmissions électromécaniques, transmissions industrielles, des moteurs électriques, des pompes, etc. Et nous sommes amenés à développer des solutions innovantes dans le domaine de la maintenance 4.0, dont des capteurs de maintenance prédictive. Merci. Monsieur Lyotard. oui, bonjour, donc Éloi Lyotard de la société Pelinck SA. Donc, pour ma part, je suis ingénieur électronique et informatique industrielle et référent en ce qui concerne la safety de fonctionnement dans mon groupe de travail. Donc, Pelinck SA, c'est une société qui est basée à Pertuis, dans le Vaucluse, qui développe des matériels destinés à la viticulture, à l'oléiculture, aux espaces verts notamment. Donc, ça va de la machine à vendanger au sécateur électrique, au tailleuet électrique, etc. Merci. Je suis donc Claude Vitol, associé Captronic. Je représente donc une société qui fait de l'innovation et du conseil de digitalisation sur tout ce qui est produits électroniques et systèmes embarqués.
Donc on va rentrer dans cette table ronde. Donc la thématique est autour donc du maintien en condition opérationnelle, mais aussi des maintiens en maintien en opérationnel de systèmes sur lesquels il y a des hommes qui travaillent autour avec un certain nombre de dangers. Et donc qu'est-ce que va pouvoir apporter l'IoT dans ce cas de figure en termes de sûreté, en termes de maintenance prédictive? Toutes ces problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien, que ce soit sur de grosses machines-outils ou sur des équipements mobiles, tels que M. Lyotard vient de l'indiquer, des systèmes de sécateurs, tronçonneuses, tout ce qui va servir à faire donc, de l'espace vert. M. Lyotard, ma première question va vous être directement adressée, c'est quelle est la difficulté aujourd'hui de faire rencontrer des IoT avec des systèmes qui sont comme les vôtres, qui mettent en jeu la directive machine pour lequel vous devez garantir que l'opérateur ne va pas se blesser, du moins l'opérateur qui manipule vos produits ne va pas se blesser. Est-ce que vous pensez que l'IoT peut apporter quelque chose en termes de sûreté de fonctionnement, ou vaut-il mieux intrinsèquement avoir un système sûr avant de commencer à adresser la problématique de connectivité? Alors, en ce qui concerne les outils électroportatifs, donc de base sont des outils qui sont utilisés par un humain, donc qui sont pas autonomes et qui sont potentiellement dangereux. Vous avez cité la tronçonneuse, le taille-huée, etc. Vous imaginez la dangerosité de ce genre de matériel. Donc, piloter à distance ces outils, les rendre connectés, d'un point de vue sécurité de fonctionnement, ça semble très compliqué. La sécurité est assurée plutôt de manière intrinsèque par l'électronique et le logiciel. Maintenant, sur ces outils, les rendre connectés pour avoir un intérêt, plutôt d'un point de vue maintenance, effectivement, notamment de la maintenance prédictive. Nous avons des clients qui gèrent des parcs d'outils qui sont relativement importants, qui peuvent représenter plusieurs dizaines d'outils. Et donc, si les outils, quand ils ont besoin d'un graissage ou d'une maintenance particulière, peuvent remonter des informations, ça peut être utile de ce côté-là. Très bien, je vous remercie pour votre avis. Alors, j'ai des spécialistes qui offrent des services, que ce soit en termes de capteurs, de dashboarding, d'infrastructure. Quelle est pour vous aujourd'hui la bonne manière de procéder pour offrir un service connecté à vos clients? Alors, on va peut-être commencer par le côté maintenance. Notre point de vue en tant qu'opérationnel de la maintenance, c'est d'offrir quelque chose de simple à la mise en place et surtout à l'utilisation. Donc l'idée, c'est d'accompagner nos clients avec une solution plug and play le plus rapidement possible et qu'il ait des informations qui soient les plus ciblées possibles et les plus rapides possibles dès qu'il y a une dérive, qu'il l'informe d'une panne probable. D'accord. Et en gestion d'assets? Je dirais que moi, il y a deux aspects sur lesquels je mettrais l'accent. Le premier, c'est la sécurité du code, de l'intelligence, de votre savoir-faire qui s'exécute sur les objets. Microsoft vient des systèmes d'exploitation, donc vous vous doutez peut-être que Microsoft a quelque chose à proposer là-dessus, et on a un système sécurisé qui s'appelle Azure Sphere et qui peut venir sous la forme, vous savez, des dongles USB qu'on peut mettre pour rendre connectable une machine qui a déjà plusieurs dizaines d'années, ou sous la forme d'un équipement qui est gros comme une boîte d'allumettes et qui peut être utilisé pour faire relais entre des équipements et un service cloud. Donc nous, notre enjeu en tant que partenaire d'un certain nombre d'acteurs de l'IoT, c'est d'aider ces scénarios à monter à l'échelle en intégrant des outils fiables, sécurisés, sur lesquels on va pouvoir aussi à tout moment attester que le code qui s'exécute dessus est celui qui a été référencé, audité et qui n'a pas été de manière malveillante modifié depuis son installation. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième, c'est comment chiffrer et sécuriser les échanges entre les éléments et éventuellement un service cloud, ou entre les éléments qui communiquent et qui interopèrent. Parce que vous parliez d'un système fiable, on peut très bien rendre un système fiable, mais dès qu'on commence à introduire des éléments externes, finalement on introduit des failles potentielles, des portes d'entrée pour des systèmes qui peuvent être corrompus.
Et notre valeur ajoutée, elle est de proposer des systèmes qui vont permettre la relation de confiance entre les équipements, qui vont recycler les certificats, qui permettent à ces équipements de se faire confiance et de rétablir cette notion de fiabilité dans le système. Peut-être, tu voudras quelque chose à rajouter peut-être ? On parlait de fiabilité, effectivement. Souvent, nous, les clients viennent nous voir avec des besoins très spécifiques. Et donc, leur demande, c'est effectivement d'avoir, on parle de plug and play, mon voisin de droite, c'est d'avoir des solutions qui, bout en bout, qui sont performantes dans les données qu'elles transmettent, mais aussi il y a une demande forte au niveau de la sécurisation de ces données. Voilà, on crée il y a des risques de rebond ou d'entrée en fin de compte dès qu'on ajoute un élément dans un système. Donc c'est à chaque fois étudié en fait. Après, c'est en fonction de la demande du client et aussi de la donnée qui est concernée. Hein. Voilà. Tout à fait. Donc, faire de l'électronique, c'est quand même quelque chose qui est complexe. Ça nécessite notamment, quand il y a des hommes autour, faire des AMDEC et autres certifications. Donc, comment on fait quand on est une société qui n'est pas spécialiste de l'électronique pour arriver à porter une offre, autour d'un capteur, autour d'une solution connectée ? Alors, dans notre cas, on a recherché dès le début quelque chose qui existait sur étagère. On s'est dit que l'intelligence, nous, on a besoin de quoi ? On a besoin de température, d'hygrométrie, de pression atmosphérique, d'un accéléro, d'un gyroscope. Et ça, on trouve des cartes toutes faites qui existent sur étagère. L'intelligence va résider dans le programme qu'on va apporter, et où là, on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut. Et donc, c'est pas la peine de faire de la différenciation dans un premier temps sur la partie carte électronique, ce qui n'empêche pas qu'avec le recul qu'on a, aujourd'hui, on est en train de penser, plus que penser, puisqu'on le réalise, à un développement d'un capteur ad hoc pour le métier qu'on rencontre. Chez SNEF, quelle est la... Alors, comme je vous le disais en introduction, nous sommes à la fois intégrateurs et concepteurs de produits. Donc effectivement, il y a des tas de produits sur étagère qui sont tout à fait fonctionnels, qui marchent très bien. On travaille avec différents partenaires, présents sur le salon pour certains. Et donc leurs solutions s'intègrent tout à fait dans le cadre d'un équipement de bâtiment où il y a finalement peu de besoins technologiques. En revanche, on peut aussi être amené, en fonction des besoins des clients, à proposer des développements de capteurs que nous concevons, nous fabriquons, et pour lesquels donc, on a un bureau R&D qui est chargé de développer tout ça. Et donc on essaie d'y appliquer. Alors évidemment, après, ça dépend le besoin, mais on a aussi une passe, on disait sur la sécurité, on a aussi des data scientists qui peuvent les rendre intelligents. Voilà. Après, ça dépend vraiment le besoin du client. Et donc, quand on est un offreur comme Microsoft, d'infrastructures sur lesquelles les capteurs viennent un peu du monde entier, comment on arrive à offrir une API qui va permettre de collecter cette data et de travailler dessus ? Je dirais, nous l'infrastructure, elle commence par la partie Edge, qui est l'extension des services que vous évoquiez à l'instant. Donc, c'est physiquement, au plus près des capteurs, comment capter, calculer différents analytics, commencer à lever des alertes sur la base des données qui sont récupérées de ces capteurs. Et après, l'infrastructure à proprement parler va être sur le cloud. La pierre angulaire de cette infrastructure, ça va être un service qui s'appelle Azure Digital Twin, qui permet de modéliser quelque part l'installation que vous voulez superviser. Ça peut être un bâtiment, ça peut être une chaîne d'assemblage dans un atelier, ça peut être un véhicule. Et du coup, je dirais, l'infrastructure va vous proposer à la fois les outils de modélisation, les API qui permettent à différents outils de venir modéliser le modèle métier, et ensuite raccorder ce modèle à l'ensemble des données qui remontent des capteurs, éventuellement du système tierce, pour pouvoir en aval soit proposer des dashboards, classiquement, de supervision, comme vous en avez sur des technologies Microsoft ou de nos partenaires ou concurrents, ou peut-être des systèmes de souscription pour pouvoir recevoir des mises à jour et ensuite mettre en place, pourquoi pas, des outils d'alerting et ce genre de choses. Vous avez un exemple sur du Digital Twin ?
Un exemple de Digital Twin, aujourd'hui, j'ai cité Schneider en introduction, on travaille avec eux sur, par exemple, des solutions. Je ne sais pas si vous êtes familier des offres de Schneider, mais ils ont toute une gamme d'advisors, donc d'outils qui permettent à par exemple, des mainteneurs, des gérants d'un parc d'équipements, de bâtiments. Donc on les aide à mettre en place une modélisation, par exemple, dans un but de maintenance. Ça peut être des extincteurs dans ce bâtiment, ça peut être des évacuations en cas d'incendie. Donc on va modéliser dans un bâtiment tous les circuits en fait, et les dépendances qu'il peut y avoir entre ces équipements et l'infrastructure du bâtiment. Et on va pouvoir, avec Digital Twin, en fait, gérer qui a accès à quelle information en fonction de sa fonction. Si je suis le propriétaire du bâtiment, si je suis l'occupant, si je suis le mainteneur, le Digital Twin va permettre en fait, de proposer des angles de vue et des niveaux d'accès à l'information qui sont différents. Mais très bien, merci. Monsieur Arboireau, vous avez fait le choix d'un capteur, mais votre métier, ça reste quand même l'industrie, la maintenance. Vous devez forcément avoir une solution d'analyse de données, de stockage de données. Comment on arrive à packager une offre quand on n'est pas spécialiste non plus de l'IT ? On s'appuie sur des professionnels. Donc c'est un métier. Je pense que proposer que ce soit une plateforme, l'hébergement, c'est un métier. Donc nous, on s'appuie sur des gens qui savent le faire et on offre le package complet et on s'occupe de l'interaction avec ces professionnels. Et donc pour vous, bâtir cette offre, ça représente quoi en termes de valeur pour vos clients ? Ce que va acheter le client, il n'achète pas l'hébergement, il achète, encore une fois, la simplicité, l'usage qu'il va en faire. Lui, ce qu'il a derrière, ce qu'il veut, c'est s'affranchir de toutes ces difficultés. Donc il veut quelqu'un qui se charge de cette coordination et lui se focalise uniquement sur le service qu'on lui apporte. Tout à fait. Vous voulez peut-être réagir ? Oui, non, juste préciser, mes collègues m'en voudraient. Nous proposons aussi une solution, un dashboard assez poussé, une solution qu'on a développée en interne qui s'appelle Connexity aussi, qui est Connexity Device Management, et qui permet aux clients, dans l'esprit de ce qui venait d'être dit, de gérer le parc de capteurs et d'alertes liés à tous les capteurs qui sont installés. Monsieur Lyotard, pour vous, en tant que spécialiste de la sûreté de fonctionnement, vous pouvez imaginer que demain, les équipements puissent remonter des alertes de défaillance, des alertes de problématiques d'accidents avec vos appareils et les opérateurs, justement, par des liaisons type Sigfox, LoRa, pour ne pas les nommer ? C'est quelque chose qui, pour vous semble tout à fait abordable en termes de sûreté de fonctionnement et de sûreté opérateur ? Alors, ce sont des informations, effectivement, qui pourraient remonter des outils. Je ne sais pas si on peut les classer dans la sûreté de fonctionnement ou opérateur. Parce que pour moi, ça n'interviendrait pas directement dans la sûreté. Ça interviendrait plutôt dans effectivement la prévention de la panne, donc plutôt dans la fiabilité de l'équipement. Mais effectivement, dans le cadre de la gestion, par exemple, d'un parc d'outils, si on a des informations sur un outil qui commence à surchauffer parce qu'il manque de graisse ou parce qu'on a un roulement qui commence à défaillir, etc., plutôt que d'attendre la casse complète, ce serait intéressant de pouvoir faire de la maintenance, oui. Et donc de remonter l'information plutôt via n'importe quel média, effectivement, que ce soit du LoRa, du GSM ou autre, peu importe le support. Ce qui compte derrière, en fait, ça va être l'écosystème qui va effectivement traiter tout ça pour pouvoir informer l'équipe. Tout à fait. Ça vous permettrait, typiquement, si jamais tout un ensemble de produits issus du même lot de cartes électroniques présente une défaillance, de pouvoir identifier au plus tôt et avertir vos clients, je suppose. Pourquoi pas ? On peut imaginer un peu tout, oui, effectivement. D'accord. Et donc, dans le cadre aujourd'hui qui est la data, l'importance, si demain, typiquement, que ce soit les clients de Arboireau ou les utilisateurs, c'est de la donnée privée, c'est de la manière dont ils travaillent, qu'est-ce qu'il va falloir amener en plus comme sécurité aujourd'hui sur des appareils qui ne sont pas connectés, que vous allez connecter, ou quand vous connectez, vous, une chaîne de production qui est fermée, qui n'a peut-être pas non plus d'IT qui est ouvert vers l'extérieur, que donc, quelque part,
pouvoir vous ouvrir, parce qu'à travers vos différents capteurs, on peut connaître les cadences de travail, l'utilisation d'un sécateur, ça peut donner tout un tas d'informations sur la manière dont on va travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les clients vous challenge, ou pour de la gestion d'assets, les clients vous challenge justement sur la manière dont vous sécurisez leurs données? Est-ce que c'est une interrogation qu'ils ont? C'est une interrogation permanente. Après, il faut faire la distinction dans ce qui est vraiment de la donnée stratégique, notamment être capable de savoir combien un outil de production travaille. Ça, généralement, c'est hyper stratégique parce qu'on peut en déduire des capacités de production, des ventes, etc. Par contre, nous, on est souvent sur des données qui ne le sont pas. Remonter une vibration d'un moteur ou, dans le cas de l'agriculture, un choc, ça va intéresser personne à l'extérieur. Par contre, le client est hyper intéressé parce qu'un choc égale dégradation du matériel. Et donc, si je peux identifier l'événement qui a créé ce choc, en travaillant sur la cause, je vais éviter que ça se reproduise et donc de détériorer de manière prématurée mon équipement. Donc nous, la donnée, on essaye de remonter de la donnée qui n'est pas stratégique. Ce qui n'empêche pas qu'on travaille sur de la sécurité avec des trames codées, avec si le client le souhaite, des réseaux LoRa privés de manière à ce que ça évite la perturbation par l'extérieur. La plateforme, encore une fois, on s'appuie sur des professionnels qui sont validés en termes de sécurité. On travaille notamment avec l'entreprise Synox. Voilà, donc ça n'empêche pas de travailler la sécurité. Mais pour autant, la donnée n'étant pas stratégique, on est un peu plus tranquille de ce point de vue-là. Très bien. Sémios, vous faites du Smart City. Donc là, pour le coup, la donnée a une vraie valeur, parce que c'est quasiment de la valeur personnelle, quelque part. Mm-hmm. Comment vous adressez ce type de problématique et comment vous arrivez à sécuriser, à apporter de la confiance dans vos solutions à vos clients? Alors, oui, c'est des données qui peuvent qui peuvent être stratégiques, effectivement. Pas toutes, cela dit. Il y a aussi une recherche à avoir, une analyse de besoin à faire avec le client, une analyse de risque aussi à conduire. Mais dans le cas où effectivement le risque est avéré et où la donnée est stratégique, il faut effectivement montrer patte blanche. Donc ça peut être par la constitution de réseaux privés, effectivement. Voire la constitution d'APN privés dédiés. Donc là, on travaille en lien en partenariat plutôt avec des opérateurs téléphoniques, où là, du coup, on sécurise quand même au maximum la transmission de données. Même si, effectivement, il y a toujours un risque. De toute façon, après, c'est un risque aussi qui doit être assumé par le client. C'est un peu un bénéfice-risque par rapport à ce qu'on va chercher comme information. Très bien. Et, alors bon, évidemment, pour Microsoft, la cybersécurité, c'est pas quelque chose que Microsoft a découvert avec l'IoT, mais est-ce qu'il y a une vision qui est commune entre sécurisation d'infrastructures, sécurisation de capteurs? Alors, je dirais que oui, parce que les services IoT qui sont en charge de, par exemple, la captation, l'ingestion de données, les services qui sont en charge du device management, donc tout ce qui va être déploiement, authentification, communication depuis le cloud vers les équipements, tous ces services-là en fait s'appuient sur les services de bas niveau qui ont été mis en place pour la gestion de vos machines virtuelles, la gestion de vos bases de données. Donc tout ce qui va être, par exemple, lutte contre le déni de service, les attaques massives, etc., sont des capacités qui sont nativement disponibles pour tous les services IoT. J'ai continuellement effectivement ce genre de questions et d'audit de sécurité qui est réalisé par nos clients sur l'IoT pour vérifier que, par exemple, un équipement, c'est des choses qui se produisent, un équipement qui produit quelques messages par heure se met subitement à en envoyer des centaines de milliers. C'est une pattern d'attaque qui est observée par nos équipements, nos services IoT et qui permet de automatiquement mettre l'équipement en question en quarantaine pour éviter qu'il corrompe et qu'il menace la disponibilité du service. Et juste pour terminer, cette brique-là, c'est un investissement massif de Microsoft. On a une équipe qui travaille dessus à plein temps. Et c'est la brique sur laquelle nous nous appuyons pour, par exemple, offrir une connectivité LoRa, Sigfox, 4G avec nos différents partenaires opérateurs vers Azure. Donc, je dirais qu'on va réutiliser cette brique commune pour l'ensemble des connectivités possibles entre vos équipements et le cloud. Très bien.
Et en tant que spécialiste de la sûreté de fonctionnement, justement, le risque cyber, c'est quelque chose sur lequel vous sentez venir une évolution des normes, ou quelque chose qui aujourd'hui va continuer à être traité avec d'un côté des index cyber, de l'autre côté des index de cybersécurité. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui les principales normes sont en train d'être retravaillées, hein. Quels que soient les domaines, il n'y a pas de réponse. Mais vous, Monsieur Lyotard, comment vous pressentez l'avenir sur ces questions? Alors, je vous avoue que c'est une question qu'on ne s'est pas encore trop posée, puisque nous, pour l'instant, nos outils ne sont pas connectés. Donc, par contre, on y réfléchit un petit peu en amont parce qu'on pense quand même à les connecter. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était sécurité des données. Si les données deviennent sensibles, nous, c'est plutôt données personnelles. Si on commence à remonter des positions d'outils ou ce genre de choses, il ne faut pas que ce soit piraté. Ensuite, il faudrait. Alors, effectivement, ça doit s'évaluer comme un risque, donc comme la gestion de sûreté. Voilà, je n'ai pas trop d'avis pour l'instant là-dessus. Non, surtout que les normes sont pas Je en ne avance. connais pas du tout les normes, effectivement. Ouais, non. Dans les normes aujourd'hui, il y a malheureusement encore rien en termes de cybersécurité. Ça, c'est le véritable problème. Et donc, ça va m'amener m'introduire la question suivante, c'est que mettre de l'IoT à tout va, est-ce que certains de vos clients se posent la question de dégrader la qualité de service, de disponibilité des matériels, parce que ne trop reposer sur des capteurs et quelque part faire des usines entièrement gérées de manière automatique sans opérateur? Alors, pour les outils électroportatifs, la majorité de nos clients, de remonter de l'information, ça ne les intéresse pas trop. Effectivement, ce qu'ils veulent, c'est un outil fiable. Quand le paysagiste il prend son tahué ou sa tronçonneuse pour aller tailler l'arbre, il veut que son outil fonctionne, qu'il soit connecté ou non au réseau LoRa, ça ne l'intéresse pas trop. Donc, de ce point de vue-là, tout à fait. Voilà. Pour nous, on va privilégier plutôt effectivement la disponibilité à la remontée d'informations, dans notre cas. Et pour vous, Monsieur Arboreau, quelque part, le service ne vous bénéficie pas plus à vous en tant qu'opérateur de maintenance à devoir déplacer un technicien qu'à l'entreprise chez lequel est le capteur? Alors, c'est un sujet délicat parce qu'en fait, on s'aperçoit que le maintenancier, qu'il soit chez nous ou chez nos clients, il est souvent reconnu pour son intervention sur la panne. Et donc, à partir du moment où on lui dit on va te mettre un capteur et tu interviendras à demande sur la base du capteur, mais que personne, quelque part, verra l'incidence sur le process, il y a un peu de frein psychologique à la mise en place de ces capteurs. Ça, c'est une certitude. Par contre, il y a un grand nombre de techniciens qui, à contrario, sont intéressés en se disant, moi, je préfère intervenir sur cette machine quand elle n'est pas en panne, parce que quand elle est en panne, c'est la galère. Et là, j'y passe des heures et j'ai pas forcément grand renfort au sein de l'entreprise. Donc, on joue un peu entre les deux tableaux, mais c'est vrai que c'est un peu la barrière au changement, en tout cas dans le domaine de la maintenance. Et que ce soit du côté de Microsoft ou pour Myos, c'est des questions que vont vous poser justement, disponibilité de temps de machine, dégradation d'utilisation, quand vous venez monitorer par exemple une raffinerie ou une ville? Alors je dirais, pour répondre à la toute première question, est-ce qu'on va vers quelque chose de totalement automatisé? Pour l'instant, ce n'est absolument pas les projets sur lesquels on travaille. On est plutôt dans une logique d'accompagnement et de proposer en fait un assistant aux opérateurs qui sont sur place. Les gros projets sur lesquels on sent un investissement de nos clients, c'est sur tout ce qui va être optimisation des équipements. Aujourd'hui, si je citais le cas de Renault, par exemple, ils ont déjà consacré énormément d'argent et de temps d'expertise de leurs partenaires pour optimiser les processus à l'intérieur, je dirais, d'un atelier et sur certains postes. Là où l'IoT apporte de la valeur, c'est quand on commence à connecter les éléments entre eux pour se mettre au niveau macro et commencer à optimiser, je dirais, certains flux. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui va venir en accompagnement, en aide au paramétrage, en optimisation des processus, plus qu'en automatisation purement et sans, du coup, intervention humaine. Alors, pour compléter, de mon point de vue et de ce qu'on en connaît, il y a deux cas de figure. En fait, il y a des solutions qui ne posent pas vraiment de problème, qui apportent que du plus, où on va s'absoudre d'un contrôle humain, entre guillemets, puisqu'on va paramétrer des alertes
et ce genre de choses. Et pour les sujets un petit peu plus sensibles, on travaille beaucoup avec des projets de test. Donc voilà, on développe, on teste, et puis si ça apporte satisfaction, on déploie. D'accord. Mais donc on part notamment, si je vois, on reprend Pelin, qu'ils ont des cartes électroniques avec de la sûreté de fonctionnement sur lesquelles on calcule un taux de panne, un MTBF, et ramener comme ça des capteurs IoT sur lesquels on ne maîtrise pas toujours leur conception et la durée de vie qui est annoncée. Est-ce que c'est pas un frein à adoption? Comment vous faites, vous, chez Mios, pour garantir à vos clients que les capteurs qu'ils vont mettre, si malgré quand ils sont en panne, l'usine continue à fonctionner, par exemple? Ben, ça reste, s'ils veulent une garantie à 100%, je dirais il faut faire du filaire, mais sur la radio conserve une part d'aléa, voilà, qu'il faut aussi accepter. Après, on a quand même des mesures assez précises sur tout ce qui est durée de vie des batteries. Nous, on a une information en temps réel de l'état de la batterie, donc on sait aussi à quel moment les capteurs sont à remplacer où la batterie est remplacée. Donc on a quand même toute une gamme de solutions qui permettent de pallier à ce genre de problème. D'un point de vue sur les outils électroportatifs, toujours, si on doit intégrer effectivement et les connecter, ce sera plutôt une sorte de monitoring et de remontée de l'information plutôt que de rentrer directement dans les chaînes de sécurité. Donc, de ce côté-là, pour l'instant, l'IoT, pour moi, ne rentrerait pas directement dans le processus de sécurité de l'outil. Tout à fait, mais d'un point de vue client, l'IoT ne remonte plus son information et donc ne fait plus de contrôle, malgré que l'outil reste sûr et utilisable. Est-ce que lui, dans son esprit, quelque part, il n'y a pas une dégradation de la qualité produit, de l'image qu'il perçoit de la marque? Vous voyez, c'est... Si effectivement, celui qui gère le parc de maintenance sera peut-être pas très content. Mais ceci dit, ce qui l'intéresse surtout, c'est à mon avis, de ce qu'on en sait aujourd'hui, c'est que l'outil fonctionne et qu'il soit sûr. Tout à fait. Et chez Microsoft, justement, vous êtes très tributaire des remontées d'informations et autres. Vous maîtrisez le data center, les outils d'analytics qu'il y a derrière. Mais cette partie lien de communication, quelque part, des fois, ça doit un peu vous donner quelques sueurs, je suppose. Oui, tout à fait, à commencer par nos propres services nous-mêmes que vous utilisez peut-être au quotidien, qui sont très dépendants de la disponibilité de l'expérience utilisateur. Alors, je dirais un premier élément de réponse, c'est qu'on utilise notre propre expérience. Je pourrais citer par exemple la Xbox, sur laquelle vous avez des éléments extrêmement sécurisés, parce qu'un enjeu de l'équipe Xbox, c'était de faire en sorte qu'elle ne soit jamais... je dirais, rétro-ingénierie pour qu'à un moment donné, quelqu'un commence à introduire un équipement sur lequel il aurait ajouté son propre soft malveillant. Donc on a utilisé toute cette architecture de sécurité qui a fait ses preuves. On a fait un nombre de hackathons que je ne connais pas, mais pour essayer de la mettre à l'épreuve. Et donc on a réutilisé cette capacité-là pour cette offre que j'ai nommée tout à l'heure, Azure Sphere, et pour faire en sorte que les équipements que nos clients utilisent sur cette base-là puissent avoir à la fois des services sécurisés localement pour garantir le code qui s'exécute dessus, mais aussi des services côté cloud qui vont observer, par exemple, des patterns d'attaque sur certains équipements pour avoir des actions concertées pour tous les clients en fait, qui vont utiliser cette gamme de services pour pouvoir vraiment observer au plus tôt les attaques qui peuvent être faites et la menace de disponibilité de leurs services, du coup. Je vous remercie. Je crois que pour Savoie Transmission Service, pour garantir encore une qualité de maintenance en plus des équipements, vous êtes en train de développer une solution justement de réalité augmentée de maintenance? Oui, on essaye de compléter cette mesure IoT et de la retransmettre en temps réel ou en quasi-temps réel dans une lunette connectée de réalité augmentée qui accompagne le maintenancier. Là aussi, on est dans de l'accompagnement et pas de la direction. Toujours dans le but d'avoir une qualité de service accrue. Exactement, et puis d'accompagner des techniciens qui ne connaîtraient pas le site avec une réalité augmentée qui l'accompagne sur un site encore inconnu. Très bien. Le temps passe. Je vais quand même, avant de conclure cette table ronde, vous demander s'il y a des questions dans la salle. Non. Eh ben, dans ces cas-là, moi, je vais poser... J'ai une question, justement, sur les problématiques d'aujourd'hui. Alors,
que ce soit quand on fait confiance, comme vous, à une solution de capteur et à un hébergement, ou quand on fournit ces solutions, soit en interne, soit à travers des tiers, ou complètement, on est son propre hébergeur. Est-ce qu'il y a un moyen de rassurer aujourd'hui vos clients sur le risque de vol et de l'altération des données? Parce qu'aujourd'hui, le cyberespionnage devient quelque chose qui est clé dans le monde de demain, et surtout avec l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, quels sont les arguments que vous pouvez mettre en avant pour rassurer à la fois vos clients et les clients de leurs clients, évidemment? Qui veut commencer cette question épineuse? Alors, question épineuse. Alors, je peux mettre en avant ce qu'on sait faire. Nous sommes Gemios, donc qualifié PASI. Donc, c'est une certification de l'ANSSI. On a toute une gamme de protocoles en fonction des solutions proposées. Donc, c'est des audits. C'est effectivement beaucoup de temps passé à expliquer, à mettre en place des protocoles, à s'adapter aussi aux architectures des clients. Voilà, donc beaucoup d'échanges avec les DSI. Voilà, mais c'est un travail d'explication, de pédagogie. L'avis? Alors, je dirais que c'est un partage de responsabilités. Je dirais que Microsoft, nous, en tant qu'hébergeur, on va vous proposer tout un ensemble de services pour pouvoir auditer les accès, les utilisations qui sont faites de vos données pour détecter éventuellement une intrusion et un vol de données, comme vous le citiez. Je dirais que Microsoft se positionne au niveau de l'infrastructure. Par contre, nous n'avons aucune vue, parce que c'est notre engagement de vous laisser total maître du code et de l'applicatif qui s'exécuterait sur nos solutions. Donc, pour aller au deuxième level, je dirais que nous avons un ensemble de partenaires qui sont capables d'auditer toutes les applications qui sont livrées, de pouvoir mettre en place les bonnes mécaniques pour pouvoir observer et observer en conditions opérationnelles ce code et toute intrusion éventuelle au niveau plus applicatif. Donc je dirais que c'est un partenariat entre vous qui avez une solution et un savoir-faire que vous apportez sur notre plateforme, et puis Microsoft qui opère votre plateforme et qui, au niveau infrastructure, observe tout ce qui s'y passe. Alors nous, on a une solution beaucoup plus simple, c'est que toute donnée aberrante nous est remontée comme à nos clients et on regarde la donnée aberrante, un peu à l'image de ce que font les opérateurs ou les banques. Quand on utilise votre carte bancaire au Mexique, alors qu'a priori les dernières informations, c'est que vous étiez en France, vous recevez une alerte. Généralement, le client reçoit une alerte et nous, on l'exploite et on regarde si l'intelligence artificielle n'a pas dit un truc complètement aberrant, si c'est pas une attaque, si le capteur, ça fait pas 3 semaines qu'il communique plus. Généralement, on le sait bien avant d'ailleurs, etc., etc. Et en termes de coûts, si demain vous avez un nouveau client qui veut justement commencer à monitorer, vous attirerez son attention sur quoi? Sur le coût de la transmission de la donnée, le coût de stockage de la donnée, le coût de travail sur cette donnée pour mettre des alarmes, de l'analyse, ainsi de suite. Quel serait le conseil que vous pourrez donner? Le premier, c'est la mutualisation, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on travaille sur une application, par exemple, de supervision d'installation dans une usine, on va essayer d'avoir des systèmes qui sont mutualisés entre l'ingestion, le stockage de la donnée, l'alerting et ce genre de choses. Le deuxième, c'est ce qui a une incidence directe sur le coût de fonctionnement de l'infrastructure, c'est les API et l'utilisation qui sont faites des services les plus onéreux, comme tous les calculs sur, par exemple, du machine learning pour faire des régressions linéaires sur toutes les données qui vont transiter pour identifier une anomalie potentielle. C'est d'avoir des fonctionnements qui sont les plus pragmatiques possibles, parce que d'une pratique à l'autre, on voit des coûts qui peuvent être de 1 à 10. Et donc, notre rôle en tant qu'architecte et expert technique, c'est d'accompagner nos clients sur la mise en place des bonnes infrastructures et architectures là-dessus. Alors sur les coûts, on essaie de fournir des solutions bout en bout, comme je vous disais. Donc on a beaucoup de clients en fait qui veulent quelque chose d'assez simple, ou je pense aux foncières notamment. On installe nos capteurs et derrière ils vont chercher les informations sur notre plateforme.
Donc là, le gain, il est tout de suite visible pour eux par rapport au personnel dont ils peuvent s'abstenir ou des astreintes qu'ils n'auront plus à faire. Voilà. Là, c'est assez vendeur. Après, Donc ils peuvent mettre en regard le coût d'installation versus le coût d'utilisation de votre plateforme avec l'ensemble du monitoring et alarme que vous mettez à disposition. Voilà, et puis surtout, c'est des systèmes fiables, entre guillemets. C'est-à-dire que on peut prendre l'exemple de foncières qui sont dans l'immobilier de prestige, avec des locations relativement chères d'appartements. Là, les occupants, les résidents, ne tolèrent pas d'avoir un portail une porte de garage qui est fermée pendant 4 heures ou pendant la nuit. Donc on a toute une chaîne d'alerte qui se crée à partir du capteur et qui descend jusqu'au dépanneur qui arrive dans les 2 heures. Voilà, donc là il y a un gain apparemment en termes de satisfaction client et en termes de coût aussi, puisque de toute façon, il n'y a personne qui surveille ces installations physiquement 24 heures sur 24. Très bien. Et pour vous, M. Barraud, quand vous avez décidé de mettre en place cette solution de monitorage, comment avez-vous pressenti les coûts? Comment vous avez décidé de faire un go-no-go sur ce nouveau service de digitalisation de la mesure? Le service Mataki qu'on vend et qui intègre le capteur, qui est en fait un abonnement à la donnée et non au capteur. Le capteur n'est pas vendu, il reste notre propriété. Nous, on ne sensibilise pas au coût. On va chercher à vérifier que le client sait ce qu'il va gagner. Et donc, s'il gagne, généralement, les coûts deviennent une non-discussion. On est sur des capteurs à très bas coût, puisqu'on est entre 150 et 180 euros l'année. Mais voilà, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que je vais gagner avec ce capteur. S'il ne gagne rien, ce n'est pas la peine de dépenser. Très bien. Et chez Pelin, M. Letard, vous avez ce type de discussion? Parce que quand on fait des chaînes de mise en sécurité, on ne regarde pas le coût, parce que derrière, il y a des notions d'enjeux d'être humain et autres. Et aujourd'hui, on va venir challenger, d'après vous, les nouvelles électroniques communicantes de demain. Ça va être une transformation, quelque part, du métier d'électronicien chez vous? D'intégrer de l'IoT, Oui. Oui, quelque part, ça, je pense qu'effectivement, c'est pas tout à fait le métier de l'électronicien que de faire ces analyses de coûts de gestion de données, etc. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, on n'a pas d'objet connecté, donc on ne s'est pas encore trop posé la question, effectivement, de ce côté-là. Ok. Et la complexité des appareils ne va pas devenir plus importante, justement, parce qu'on va commencer à y mettre de l'IoT, on va commencer à regarder comment se comportent justement les graissages, comment se comportent les batteries dans le temps, tout ce type d'informations. Alors bien sûr, tout élément qu'on va rajouter va complexifier l'appareil. Tous ces éléments, effectivement, peuvent susceptibles d'être rajoutés du coup sur l'appareil. Et nous, nos clients sont des particuliers, entre guillemets, ils sont des professionnels, mais ils sont très très nombreux, puisqu'on s'adresse à tous les paysagistes, les viticulteurs, ceux qui font de l'olive, etc. Et donc, il faudra quand même qu'on maintienne effectivement le coût le plus bas possible pour ces appareils. C'est ça qui les intéresse. Donc, si on doit rajouter de l'IoT demain, il faudra, comme le disait M. Barraud, je crois, il faudra bien se poser la question de savoir ce que le client il va y gagner, et lui il va se la poser en tout cas. Très bien, merci. Le temps à partir de cette table ronde est passé, donc je vous propose de refaire un tour de table justement pour faire une conclusion, synthèse. Écoutez, je vous propose qu'on commence par M. Fontaine. Oui, je dirais en synthèse, j'ai évoqué moi quelques éléments qui sont clés pour nous dans l'IoT. Donc si vous êtes intéressé par ce que Microsoft propose, moi je vous propose de commencer par regarder ce que nous avons à dire dans le domaine du Digital Twin, et quelque chose sur lequel nos équipes investissent beaucoup en ce moment, parce que ça va apporter, je dirais, ce que Microsoft proposera comme solution dans différents domaines, dont le smart building et tout ce qui est Factory 4.0. Voilà, donc ce Digital Twin va être la pierre angulaire de ces solutions-là de Microsoft dans l'IoT dans les prochains mois. Merci. Monsieur Audra de Mios. Donc nous, pour conclure, donc je rappelle que nous sommes le stand 205. Et sinon, donc, nous travaillons vraiment nous sur l'intégration de systèmes IoT dans l'existant actuellement. Donc je
pense que le gain, comme on disait précédemment, il est assez rapide hein, quand on parle d'économie sur du personnel, sur la maintenance, sur ce genre de données-là. On arrive vite à convaincre le client, surtout quand on apporte, quand on est rassurant aussi au niveau sécurité et que finalement le bénéfice-risque est plutôt en faveur de l'installation d'objets connectés. Oui, et même pour les collectivités publiques, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous arrivez à avoir des métriques pour les rassurer ? Oui. Alors on travaille aussi avec les collectivités, on travaille avec la ville de Grenoble, pour ne pas les citer, avec d'autres, avec aussi les syndicats départementaux de gestion d'énergie. Donc ce sont des partenaires aussi, et pour l'instant on a plutôt un bon retour. Pour de la supervision de fluide notamment. Alors supervision de fluide, effectivement, oui. Consommation d'eau, mais également les consommations électriques ou les relevés de température, s'ils ont des analyses à conduire au niveau de leurs dépenses énergétiques ou ce genre de choses. Les stations météo également, on installe des stations météo assez performantes dans le cadre du chauffage collectif, la gestion des... Voilà. Très bien, merci. Monsieur Arboireau ? Vraiment, en guise de conclusion, je dirais que l'industrie du futur, c'est maintenant. Donc j'invite vraiment les industriels à tester ces nouvelles solutions qui sont packagées, qui sont faciles à utiliser. Et je pense que ceux qui les apprécieront, ce sont ceux qui les auront utilisées, quoi. Merci. Monsieur Lyotard ? Oui, pour conclure, nous, c'est qu'on se pose de plus en plus effectivement la question de mettre de l'IoT. C'est dans l'air du temps. Je pense qu'un jour, on y viendra et on est content de voir en tout cas des gens qui développent des capteurs et des solutions. Et toujours intéressant de connaître ce qui existe. Tout en conservant la sûreté de fonctionnement telle qu'elle est aujourd'hui. C'est primordial. De toute façon, les normes outils vont de plus en plus vers la sûreté de fonctionnement. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde et je vous souhaite un très bon CIDO 2020 à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.